tout à l'heure, lors de l'échange, de la conférence, tu nous évoquais, d'après ce que j'ai compris, une loi contre le terrorisme qui est actuellement débattue en Tunisie. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire quelles sont ses principales dispositions et en quoi elle peut porter atteinte à la liberté? Justement, après les attentats de Bardo, il y a un tel discours qui a été annoncé de l'État uni que interviennent que les journalistes et aussi les citoyens de baisser un peu les critiques pour les partis politiques et pour le gouvernement pour ces moments parce que sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et après ça, il y a une telle sorte pour le, comment dire, la commission de loi dans le Parlement qui a posé la question sur une loi pour la sécurité et de l'information pour défendre la lutte contre le terrorisme. Et ça a évoqué des énormes questions sur la liberté d'expression après le soulèvement de 2011. Mais concrètement, quelles sont les mesures les plus, enfin celles qui font le plus peur, les plus anxiogènes? Quelles sont les mesures qui concrètement inquiètent les internautes tunisiens? Ce qui est sûr que les internautes tunisiens ne veulent pas que la limitation de l'accès à l'information et surtout l'accès à Internet et surtout contre le contrôle de la vie privée des personnes. On sait bien que la Tunisie a vécu pendant 30 ans de dictature où il y a des systèmes, des technologies qui ont été mises en place pour la censure et la surveillance et le contrôle des populations. Et ces choses-là, ça continue, mais avec une marge de liberté. Et les Tunisiens ne voulaient pas que ce marge de liberté se diminue avec ces nouvelles lois qui ont encore en cours, n'ont pas été fait en cours des discussions. Et aussi, il y a pas nombreux des activistes et des militants qui ont s'est mobilisés autour de ce sujet-là pour défendre la liberté d'expression en Tunisie et pas avoir comme étant prise de contrôle sur le sujet du terrorisme. On sait bien que l'État se joue sur ça parfois pour des objectifs à moyen terme ou à long terme, d'essayer de contrôler les populations. On savait bien que les Tunisiens, un peuple tolérant, n'a pas, même les Tunisiens étant choqués pendant les attentats de Bardo. Et, et même la réaction était magnifique. Tous les gens sont sortis pour dire que c'est pas notre genre, c'est pas ça la Tunisie. En même temps, en disant que notre liberté, on laisse pas, c'est une ligne rouge, qu'il ne faut pas la toucher. Et aussi qu'il faut lutter tous les acquises après la révolution et la liberté d'expression. Et donc il y a tout un mouvement social de contestation de ces mesures supplémentaires qui sont potentiellement attentatoires aux libertés. Et face à ce bouillonnement, ce bruissement, face à cette éruption de réactions, notamment sur les réseaux tunisiens, c'est quoi la réaction du pouvoir? Est-ce qu'ils ont une forte sensibilité? Est-ce qu'ils sont soucieux de leur image? Ou ils se disent peu importe, je dois avancer, j'avance et je voterai ce texte, quoi qu'en dise la rue? Le politique en Tunisie a commencé d'être un peu intelligent. Parfois, elle jette la boule ou le ballon et voir la réaction avant de mettre une décision. Peut-être dans notre cas, dans notre situation, c'est le cas, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se révoltent en ce moment autour de la richesse du pays, autour de la liberté d'expression, autour de l'investissement ou les programmes de politiciens qui tiennent les pays en ces moments-là. Et pourtant, les Tunisiens, parfois, même les journalistes et même les sociétés civiles, n'ont pas beaucoup bougé sur ce sujet-là parce que il y a un moment que le peuple tunisien a accumulé beaucoup de mensonges et aussi beaucoup des actions basé sur des affaires politiques. On n'a pas en relation avec les objectifs ou les envies des populations tunisiennes. Et,
qu'on peut dire qu'on s'en fout de ces débats-là. Même ils connaissent bien que leur droit et leur liberté est entre leurs mains. Et voilà. Et tu évoquais également, plus tôt dans la matinée, différentes mesures de blocage d'accès à des sites internet, donc qui est une mesure qui porte atteinte à la liberté d'information, au droit de communication des gens. Quelle est aujourd'hui la réalité de ces pratiques? Est-ce qu'elles perdurent? Est-ce que vous avez une connaissance sur l'ensemble du spectre, l'ensemble des pratiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement, visant justement à couper l'accès à une information qui pourrait être gênante pour eux? Ben, aujourd'hui, la situation est un peu différente. Avant la révolution de 2011, c'était une situation un peu qui on a la censure, la surveillance totale de tous les sites, même les sites d'information qui ont invoqué quelques informations que n'a pas été en accord avec le système et la politique qui a pris le pays dans ces moments-là. Et il a été coupé et même tu ne tombes pas sur ces pages-là. C'est pour cela les citoyens ou même les internautes ont sollicité d'autres solutions comme héberger leurs sites dans d'autres pays loin de la Tunisie, comme en France, comme en Algérie, pour avoir sollicité une visibilité pour leurs informations, pour leurs médias et aussi parler indirectement et directement et être un peu loin sous contrôle de l'ATI, de la Tunisie, la responsable de tout ce qui est Internet, les censures. Maintenant, aujourd'hui, après la Révolution, on dit qu'il y a une liberté totale, surtout qu'il y a une loi préconstitutionnelle qui a été votée en la deuxième constitution en 2014, qui garantit que tous les citoyens ont le droit d'accès à toutes les informations et aussi se connecter à l'Internet. C'est-à-dire même l'État ne peut pas couper l'Internet. C'est-à-dire que la connexion à Internet devient une liberté fondamentale, une liberté constitutionnelle. On peut dire qu'il n'y a pas une limite pour l'Internet aujourd'hui. C'est une liberté totale. Et pas mal des informations diffusées qui critiquent les politiques, qui critiquent la vie politique et les systèmes, et même les personnages qui ont aujourd'hui sur le pouvoir. Et il n'y a pas une contrepartie, c'est-à-dire il n'y a pas une rupture ou il n'y a pas une censure sur ça. Mais justement, il n'y a pas un vrai professionnalisme, une responsabilité pour les internautes et les utilisateurs d'Internet. En parallèle, on peut dire que après la Révolution, ça continue le même système de surveillance, puisque c'est un système très complexe qui est lié avec l'ATI et le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas dire que d'un jour à une nuit qu'un système dictature, il devient un jour un système démocrate. Il faut du temps. Et les Tunisiens, ils savent bien ça. Et même, ils savent que le système de surveillance, c'est un système très complexe avec le ministère de l'Intérieur, avec l'implication de cyberpoliciers, des ingénieurs, des compétences mises en disposition pour travailler avec des technologies hautes, une technologie énorme pour la surveillance. Et voilà, les Tunisiens, on s'en fout de ça. Juste, on a la liberté d'expression, soit sous contrôle, soit pas sous contrôle. Est-ce qu'on a une idée, enfin, à l'époque de cette censure, on va dire directe et massive, visant à bloquer l'accès à une information qui soit hébergée soit en Tunisie, soit peut-être éventuellement ailleurs, est-ce qu'on a une idée des prestataires techniques qui étaient impliqués dans le déploiement de ces mesures? Est-ce qu'on sait exactement quels étaient les types d'équipements? C'est une question peut-être un peu bassement technique, mais est-ce qu'on a une idée du nom des entreprises qui ont fait installer en accord avec le gouvernement tunisien ces machines anti-information? On peut dire que avant le 2011, la Tunisie, c'était parmi les 15 pays qui ont émis de l'Internet. C'est-à-dire, selon le rapport des RSF, Reporters sans frontières. C'est-à-dire, la Tunisie, était un pays de test pour les entreprises
que ce soit français ou américain, pour tester les logiciels d'espionnage et de censure. Parmi les acteurs français, quels sont les noms qui reviennent comme ça à la surface? Les noms, c'était normalement, il y a des noms qui travaillent avec les familles des Ben Ali, qui ont déjà trouvé comment dire, des opérateurs privés pour l'investir là-dedans et aussi utiliser des technologies pour que ce soit les surveillances téléphoniques. C'est intéressant. Intéressant. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, Par exemple, les familles des Ben Ali, on s'intéresse pendant l'ancien régime d'avoir une influence et sur tous les opérateurs de télécommunications. Et, ils veulent avoir une maîtrise sur les différents leviers qui peuvent être mis en œuvre. Ouais. Et d'accord. Donc, si je résume bien ce que tu proposes, c'est que la Tunisie apparaissait comme une espèce de pépinière de tests, hein, une espèce d'éprouvette, dans lequel différents acteurs français et américains, ce que tu me disais, sont venus implémenter, tester des dispositifs gratuitement en plus, c'est un bon marché, donc des dispositifs de restriction d'accès, afin éventuellement ensuite les proposer, cette fois-ci, on espère pour leurs finances en tout cas, de manière payante dans d'autres pays. C'est un peu ça ce que tu dis. on ne sait pas, mais justement pour le cas de Tunisie, c'est un peu différent. C'était l'ancien régime a joué sur l'image, la fenêtre, et c'était peut-être ça le contrepartie d'avoir une fenêtre que la Tunisie est un pays libre, un pays démocrate, où il y a les printemps, il y a tout. En contrepartie, c'est bénéficier de cette technologie que pour, en même temps, c'est comme un temps paradoxe, c'est que la Tunisie était l'un des premiers pays de l'Afrique où a installé et a mis en œuvre de technologies sur web. Et, mais ces technologies a été utilisées pour une autre façon pour surveiller les populations et de tel but que le politique et l'État être stable. Malgré tout, ces techniques, ces outils, ces serveurs, ces ordinateurs de contrôle sont toujours en place. Enfin, je ne pense pas qu'ils étaient jetés à la poubelle, jetés à la benne le jour de cette amélioration démocratique. Et malgré tout, tu restes optimiste. Pourtant, il suffit d'appuyer, entre guillemets, je prends une caricature, mais appuyer sur un bouton pour réactiver la machine. Ces machines-là qui ont hanté votre passé. Et pour autant, tu gardes un fort optimisme dans le sens de l'histoire tunisienne. Pourquoi ça? Justement, si on sait bien qu'en Tunisie, il y a un système très complexe, surtout sur la surveillance et le contrôle des données et des informations et de la vie des citoyens. En contrepartie, il y a une chose, pourquoi je suis optimiste, parce que c'est pas facile de maintenir un pays pendant des 30 ans de dictature. Et après un passage directement, on peut dire qu'il y a un passage de liberté, que ce soit surveillé ou ça continue ou pas, la surveillance, on est content qu'on est libre, on peut parler, on peut partager d'informations, on peut même... on savait bien qu'on est encore sur surveillance et même on savait bien que ce système est très complexe comment dire, à détruire ce système-là. Et c'est un système qui continue la sécurité de l'État. Et les Tunisiens comprennent ça. Et c'est un système qui est lié à le contre-terrorisme, à le contrôle des populations. Pourtant, je reste optimiste. Donc tu penses qu'il y a une espèce de cliquet anti-retour, c'est-à-dire que le retour vers le passé n'est plus possible et que maintenant la porte est ouverte et les habitudes vont changer, c'est un peu ça? La seule chose que soutient le Tunisien, c'est qu'il ne faut pas revenir en arrière, et pas en arrière, même qu'on vit qu'il y a des paysages, de personnages, de systèmes, d'anciens systèmes, d'anciens régimes. Le peuple tunisien ne veut pas revenir en arrière, surtout sur la liberté d'expression. Et pourtant, les Tunisiens ont peut-être pas grande expérience au niveau de la changement qui va être peut-être après des années et des années.
mais on garantit que peu importe la situation, peu importe le système, peu importe l'État, le peuple tunisien ne peut pas donner sa liberté et ce qui est gagné au minimum entre les mains, c'est la liberté d'expression, parce que tous les envies, les objectifs de la révolution n'ont pas donné grand-chose, juste en gardant les mains sur la liberté d'expression qui va être peut-être notre dernière acquise de cette révolution et qui n'est pas facile que les Tunisiens le lâchent. Donc c'est un acquis fragile, mais c'est un acquis en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.